comment développer l'agriculture numérique par la formation. Donc à côté de Nathalie Ostiou. Je vous présente donc Laurent Bouton, responsable formation Bonjour. des éleveurs chez Innoval. Bonjour. Et Muriel Sassé, donc en charge du volet formation à Agrodoc, donc l'union de Cetadoc. Bonjour. Bonjour. Alors, je vais commencer par vous, Muriel Sassé. Est-ce que déjà vous pouvez nous présenter Agrodoc, son fonctionnement, oui, donc en CETA, et les adhérents qu'il y a derrière? Tout à fait. Alors, Agrodoc, on est une coopérative agricole gersoise. On est spécialisé donc en grande culture, effectivement, on ne fait pas du tout d'élevage. On a un peu plus de 1100 adhérents sur la région, les anciennes régions Midi-Pyrénées et Aquitaine. Et on a un fonctionnement particulier par rapport à d'autres coopératives, c'est qu'on fonctionne en CETA. Donc les CETA, c'est des petits groupes d'agriculteurs. Donc nous, on a 53 CETA, dont 7 CETA en agriculture biologique. Les autres sont en agriculture conventionnelle. Et donc, ce sont des petits groupes d'agriculteurs qui régulièrement donc, se retrouvent et échangent leurs expériences, donc les positives, les négatives, et réfléchissent ensemble à l'amélioration de la gestion de leur exploitation dans tous les domaines et essayent d'anticiper un peu l'évolution de leur métier. Voilà. Et donc, le fonctionnement, donc nous, au niveau d'Agrodoc, on les accompagne au niveau du conseil et de la formation sur tout ce qui touche de près ou de loin à l'exploitation agricole en grande culture. D'accord. Est-ce que vous proposez de la formation sur le numérique? Je suppose que oui, sinon vous ne seriez Bien pas là. Évidemment. Et pourquoi déjà oui. vous proposez? Alors effectivement, depuis quelques années déjà, on propose pas mal de formations sur le numérique. Alors, c'est très vaste, hein, le numérique, comme on l'a vu tout à l'heure dans la présentation de M. Hérault. Ça va de la formation de base, on va dire, à l'informatique, et après, tout ce qui touche à la modulation. Enfin, après, je vous présenterai un peu plus les formations. Et donc, pourquoi on a développé ces formations? Parce que le numérique est présent au quotidien de tous nos agriculteurs. Il est dans tous les domaines de l'exploitation, que ce soit la partie technique, donc avec la modulation, tout ce qui est GPS, guidage. Il est dans la partie économique, avec tout ce qui est suivi, avec les logiciels de suivi de marge, de calcul de seuil de commercialisation. Et il est également dans la partie qualité, puisqu'on va le retrouver également dans tout ce qui est traçabilité donc des pratiques culturales et certification, HVE, label bas carbone, etc. Donc on voit que le numérique aujourd'hui, Nomi, l'exploitation, elle l'utilise. Alors chacune a des degrés différents, bien évidemment, mais forcément ça touche plusieurs domaines de leur exploitation. Donc c'est pour ça que nous, on a développé, on accompagne nos adhérents, les agriculteurs et nos adhérents dans le développement du numérique sur leur exploitation. Et il y a la data aussi. Oui, alors après, effectivement... Ça s'intègre en fait dans toutes ces formations. Voilà. Et en fait, l'objectif de les accompagner, c'est déjà d'améliorer la rentabilité de leur exploitation, les performances, on va dire, économiques, mais c'est également aussi leur faciliter la vie, parce que comme on l'a vu tout à l'heure, c'est quand même aussi des outils qui vont leur permettre de se simplifier quelques tâches. Voilà. Et donc, il y a ces deux côtés, quoi. Il y a le côté améliorer les performances de l'exploitation et aussi faciliter un peu le travail et le quotidien de nos agriculteurs. Oui, c'est ça. Donc voilà. Leurs besoins, c'est vraiment ça. Voilà. Alors les besoins, ils vont être différents, comme on a aussi évoqué tout à l'heure, selon l'âge de l'agriculteur, selon déjà sa connaissance un peu initiale et voilà, dans le numérique. Donc les besoins, ils vont être très divers. Hein. Sur 1000 agriculteurs, on a des besoins très, très diversifiés. Mais voilà, nous, on essaye de les accompagner, soit pour les motiver à rentrer là-dedans, parce qu'au départ, il y a des freins. Hein. Il y en a qui ne sont pas trop partants. Donc, on essaye de trouver des portes d'entrée pour essayer de les convaincre à l'utilité de ces outils.
Et puis après, on accompagne ceux qui sont déjà un peu plus aguerris à ces techniques et tout ça, vraiment à utiliser pleinement ces outils pour s'en servir dans leur quotidien. Et ce que ce sur quoi vous insistiez quand on a préparé ensemble, c'est garder la capacité de contrôle. Hein, tout à fait. On veut que tous ces nouvelles technologies, ces outils, ça les aide dans leurs décisions, mais il ne faut pas que ça décide à leur place. Et donc, il ne faut pas que ce soit des boîtes noires qui ressortent des chiffres et qui ne sachent pas d'où viennent ces chiffres. Voilà, nous, on veut les former à quelles sont les données qu'on rentre dans ces nouvelles technologies, comment elles sont utilisées. Mais après, l'agriculteur, il doit rester maître de la décision finale. Voilà, ça doit l'aider et ça ne doit pas le déresponsabiliser, quoi. Voilà, il faut que ça l'aide dans sa décision, mais il faut bien que la décision finale, ce soit l'agriculteur qui la conserve. Et d'ailleurs, c'est ce qui est important aux yeux de beaucoup de nos adhérents, de beaucoup de nos agriculteurs. C'est leur centre d'intérêt, voilà, c'est d'avoir une agriculture moderne, mais de garder la maîtrise après de tout ce qui est décidé au niveau de leur exploitation. Voilà, ils veulent mettre le numérique au service de leur exploitation, mais il ne faut pas que ça remplace l'agriculteur dans ses décisions. Et aujourd'hui, quel type de formation vous proposez et qu'est-ce qui a le plus de succès? Oui, alors on a en gros 3 grands types de formations. Donc celle qui est prépondérante, c'est sur tout ce qui est modulation intraparcellaire. Donc l'utilisation des données, des images satellites pour moduler à la parcelle, hein, selon les caractéristiques de la parcelle. Donc ça, pour l'instant, c'est des formations qui ont chez nous une importance assez grande, puisqu'on a pas mal de formateurs dans tout ce qui est agriculture de précision. Voilà, donc c'est lié quand même à ce domaine-là. Ensuite, on a des formations un peu plus de machinisme, là où on va plutôt former par exemple à l'utilisation des drones, quelle est la réglementation, quelles sont toutes les utilisations possibles pour l'exploitant agricole et comment on utilise l'appareil. Voilà. Après, on a aussi des formations dans le machinisme aussi qui sont plus tournées vers tout ce qui est guidage, coupure de tronçons, GPS, etc. Ouais. Et après, on a un troisième volet qui est plus au niveau de la traçabilité et des certifications, où là, on apprend à enregistrer toutes les pratiques, établir ensuite des états, des plans de fumure, etc. Et après, s'en servir pour tout ce qui est certification HVE, label bas carbone, etc. Voilà. Donc, c'est un peu les 3 grands domaines dans lesquels on propose des formations à nos agriculteurs. Et donc, nous, on s'appuie effectivement sur notre fonctionnement en CETA pour proposer ces formations. Et vous êtes aussi fournisseur d'outils? Alors, on est également fournisseur d'outils. Effectivement, on a développé donc en interne des outils par rapport à l'enregistrement des pratiques, par rapport à la modulation intraparcellaire. Ouais. Mais nos formations sont à la base des formations générales. C'est-à-dire, après l'agriculteur, notre adhérent, il est libre de choisir tel et tel outil. On a des formations qui sont générales. Après, il y a des formations particulières sur ces outils-là, mais aussi, la plupart de nos formations, après, l'agriculteur est libre de choisir l'outil qu'il souhaite. Voilà. Nous, on propose effectivement des outils à nos adhérents. D'accord. Quels sont en fait les projets à venir pour Agrodoc? Est-ce vous sentez émerger en fait des nouveaux besoins? Oui, alors tout à fait. L'agriculture numérique va prendre, nous on pense, de plus en plus d'importance par rapport aux enjeux climatiques futurs, un futur très proche, et notamment au niveau de la notion du stockage du carbone. Oui. On développe cette année, là, sur 2022, plusieurs formations sur ce sujet-là. Pour faire des bilans, pour savoir après au niveau de l'exploitation quel est le lien justement entre toutes ces données et le stockage du carbone. Et voilà. Et donc effectivement, nous c'est dans les thèmes de formation 2022. Le lien, on en a parlé tout à l'heure, entre la transition écologique et la transition numérique. Il y a une passerelle entre les deux, forcément. Oui. Et voilà, nous, c'est le gros sujet de l'année 2022. Et voilà, sur un sujet comme ça,
comment vous allez procéder? Vous allez tester certains outils qui existent déjà sur le marché pour voir qu'est-ce qui est le mieux pour aller au bout de cette approche empreinte carbone, ou bien est-ce que vous développez vous-même en fait des outils? Comment ça se passe? Alors c'est un peu un mélange des deux. Effectivement, on a déjà eu cette phase un peu où on a regardé sur le marché ce qui existait, quelle était la pertinence de chacun des outils déjà qui étaient proposés. Après, nous, effectivement, on a des outils en interne qui viennent se greffer sur ces outils-là. Et après, effectivement, on oriente, on forme les agriculteurs à bien comprendre le mécanisme de ces différentes... donc à une méthodo en fin de compte. Voilà, tout à fait. Et quels sont les avantages et les inconvénients de chacune de ces méthodologies. Après, comme pour nos autres formations, l'agriculteur est libre de choisir... Après, voilà, on l'aide à décider en fait en fonction de son exploitation, de son profil, quelle est la solution la plus adaptée pour lui, et on essaye de l'accompagner dans ses décisions. D'accord, très bien. Et utiliser le numérique pour au niveau environnemental, ça va être un enjeu. C'est un vrai sujet. Voilà. Alors, Nathalie Ostiou, vous avez... quelles sont vos réactions par rapport à l'intervention de Muriel Sassé? Moi, je partage tout à fait ce qui a été dit, notamment que l'agriculteur doit rester maître de sa décision. Et ce qu'on a observé, nous, dans les travaux qu'on a menés sur l'élevage de précision, c'est que ces outils-là doivent appuyer, accompagner ou aider mais pas faire à la place. Le seul problème, j'ai l'impression qu'on s'oriente vers certains outils qui vont remplacer le détecteur de chaleur. L'inséminateur est directement appelé. Alors, c'est qu'un aspect de la gestion d'un troupeau, mais la difficulté vraiment, c'est que ces outils ne remplacent pas le savoir-faire des agriculteurs. Et beaucoup de questions se posent aussi sur les jeunes. Est-ce que des jeunes, soit dans les lycées agricoles, on voit de plus en plus de lycées agricoles sont équipés de ces nouvelles technologies, qu'ils arrivent aussi à travailler directement dans des fermes qui sont équipées. Quel apprentissage du travail avec, notamment en élevage. Je ne peux pas parler trop sur les cultures, c'est pas mon domaine, mais en élevage, quel apprentissage du travail avec les animaux, de connaître les animaux, savoir si un animal va bien, ne va pas bien, qui est central dans le métier, ce que les jeunes nous ont dit quand on les a enquêtés, et que ça reste vraiment au cœur du métier et que les outils soient vraiment en appui et pas faire à la place. Mais j'ai l'impression malheureusement qu'on s'oriente vers un peu faire à la place même. On peut avoir des équivalences sur ces questions-là autour du sol, du fonctionnement du sol, où il y a à la fois des outils, mais il peut y avoir évidemment de l'observation. L'observation est importante. Et de la plante et de la racine. Enfin, voilà, moi je suis plus dans le domaine du végétal, donc... Moi, pour compléter, je dirais que le faire à la place, en effet, ça peut être un problème, mais c'est une réelle demande des éleveurs. Parce que nous, justement, dans notre catalogue, on a des formations monitoring. J'ai pas assisté à une seule formation où les éleveurs m'ont pas dit mais pourquoi, donc nous notre outil n'appelle pas l'inséminateur en l'occurrence, pourquoi est-ce qu'il n'appelle pas l'inséminateur? Ah oui, d'aller jusqu'au bout quoi. Voilà. Ils me disent mais il fait le travail qu'à moitié. Pourquoi il l'appelle pas? Et c'est du 100%. J'ai pas fait une seule formation où je n'ai pas eu cette demande de la part des éleveurs. Donc c'est vrai que c'est troublant, oui. Ça peut être troublant, mais on peut se dire oui, mais en fait, il y a... Allez, on part un peu dans tous les sens, mais c'est que ça rejoint une réelle... le numérique, il y a une réelle attente des éleveurs par rapport au numérique sur ces aspects travail et sur ces aspects faites le travail à ma place. On veut que les éleveurs, à travers le numérique et certaines applications, notamment, je pense sur les détections des chaleurs, parce que c'est ce produit que je connais bien, ils attendent que l'outil, en fait, leur dégage du temps, leur dégage l'esprit, quand on parle aussi de charge mentale, leur dégage du temps là-dessus. Et en fait, il y a quand même ça derrière les outils. Donc ça peut paraître paradoxal, parce que ce sera les mêmes éleveurs qui vont nous dire « je ne veux pas perdre d'autonomie », mais par contre, si, pourquoi il n'appelle pas l'inséminateur, franchement ou alors pourquoi c'est ça, l'inséminateur, il n'a pas l'écran, et puis ils peuvent savoir si c'est bon, et puis il vient. On est vraiment... c'est un peu ce que tu disais déjà dans ton enquête. C'est tous les paradoxes qu'on a sur le numérique. Et on n'est pas sorti de ces paradoxes.
Alors, on va quand même commencer par vous présenter et présenter votre entreprise. Oui, donc Laurent Bouton, je fais partie d'une toute jeune coopérative Innoval, puisqu'elle a été créée en juillet de l'année dernière. Mais donc c'est issu de la fusion de plusieurs entités qui sont bien connues. Donc il y a le contrôle de performance et le conseil en élevage de la Pointe Bretonne, BCL Ouest, Coop Avenir sur les Deux-Sèvres et la Vienne, donc le GDS Bretagne et Évolution qui est l'insémination sur le très Grand Ouest. D'accord, oui, donc ça couvre effectivement le très Grand Ouest. Voilà, donc on représente à peu près 20 000 éleveurs adhérents des structures. Et donc au niveau de l'activité formation, on a 83 groupes pérennes, donc qui représentent à peu près 600 éleveurs dans nos groupes pérennes. Et on a en formation catalogue à peu près 1000 éleveurs formés tous les ans, enfin, sauf ces dernières années. C'est un peu la catalogue. Sur ce qu'on appelle les formations catalogues, c'est-à-dire des formations ponctuelles qu'on organise par rapport à nos objectifs. D'accord. Alors, donc, voilà, quels sont les besoins de formation des éleveurs laitiers que vous accompagnez? Alors, pour le numérique, on est arrivé, nous, d'abord, pas par la formation, on est arrivé par les outils. Il y a une vingtaine d'années, on a fait le constat sur les chaleurs que les performances de reproduction étaient en chute libre. Un des facteurs, ce n'est pas le seul, mais on s'est aperçu que la détection des chaleurs posait un réel problème, notamment avec l'agrandissement. C'est-à-dire, des fois, il y a deux sites, les genisses ne sont pas sur le même site. Alors, avant, ça se faisait en temps masqué. C'est du travail que les éleveurs n'avaient pas le temps. Ils passaient distribuer à manger. Ils regardaient. Ça se faisait, ça suffisait. Quand on a 70 vaches, qu'on a des vaches d'une stabilisation plus grande, qu'on passe, on est sur un tracteur avec une décileuse, il y a du bruit, etc., on s'aperçoit que la détection en temps masqué ne suffit pas. Il faudrait qu'il y ait du temps passé, au moins, on va dire, pour les genisses et les vaches, à peu près 1 heure par jour pour surveiller les chaleurs. Dans les gros troupeaux, les éleveurs, ils n'ont simplement pas le temps de faire convenablement. Donc c'est là que les capteurs et le numérique a vraiment son intérêt. Donc les fameux colliers, c'était l'exemple d'Anne-Marie, c'est des choses qui marchent très bien, qui ont fait leurs preuves. Donc on a commencé à distribuer ces capteurs. Ces capteurs ont des nouvelles fonctionnalités, ils sont connectés aux ordinateurs maintenant, donc ils enregistrent l'historique des animaux individuellement et le troupeau. Donc ils donnent, ce que tu disais, des alertes qui sont peu ou pas valorisées. Et c'est là qu'on a lancé les formations, parce qu'on a fait ce constat aussi, c'est qu'on dit, mais comment ça se fait que les résultats et les performances de nos éleveurs ne s'améliorent pas, alors que sur la repro, alors qu'ils ont un super outil. Et donc on s'est dit, ça veut dire qu'il faut qu'on les accompagne. Voilà, ça fait partie des missions d'ACOP. Et donc ça a été ce qui a lancé nos formations numériques. Donc formation outils, utilisation d'outils. Deuxième besoin, c'est comme on a commencé à se rapprocher des gens avec qui on a fusionné, tous ensemble, on s'est dit justement, on arrive au cœur de la data. Les éleveurs ont des données. Il faut qu'ils puissent les utiliser. Donc soit on crée une énième plateforme, ou soit on se dit, il y a un éleveur qui a créé sa plateforme, qui s'appelle eConnect, et on a dit, on fait la promotion de cette plateforme, et on met, nous, à disposition de l'éleveur, ces données sur cette plateforme. Et donc une plateforme où il y a les données du GDS, tout ce qui est sanitaire, contrôle de performance, tout ce qui est ration, alimentation, et nous, tout ce qui est information, reproduction, génétique. En gros, toute la vie de l'animal. Oui. Et donc, avec un outil qui recrée encore de la data. Donc là, on était sur du management global, quoi. Et donc, on s'est retrouvé, et puis il y a bien sûr un outil qui fait tout ce qui est administratif, déclaration de naissance, sortie de troupeau, etc. Et là, on est arrivé sur le même souci, c'est-à-dire qu'un outil qui est utilisé principalement pour les déclarations de naissance et les sorties d'animaux, pour 3-4% de son potentiel, en fait. Et donc, on s'est dit, là, il faut, c'est pareil, former. Il y a un problème, quoi. Voilà. Il faut lancer une offre pour les former on a fait une offre à 3 niveaux. Utilisation de l'outil. Les bases, comment je rentre, je remets à jour mon carnet sanitaire. Une deuxième offre sur je pilote. C'est quoi qui me permet de savoir si je suis dans les clous?
Et troisième offre sur je manage ma ferme, parce qu'on a des coûts, enfin, si on a des données assez synthétisées, complexes, et donc comment je peux manager ma ferme par rapport à mes objectifs avec un outil digital. Donc ça, c'est les 3 axes de vos formations. Et alors, il y a combien de stagiaires pour ces 3 axes, on va dire? Sur l'utilisation, on a formé 700 éleveurs. D'accord. Sur le pilotage, on en a formé 100. Sur le management, on en a formé 5. Effectivement, voilà, on a tout dit. Donc, et c'est révélateur. Oui. Non, mais et donc les 5 qu'on a eu en management, c'était vraiment des managers dans l'âme. Et en fait, c'est vrai que les enjeux, c'est de les tirer vers, on voit de leur faire monter les étages. Et quand on parlait de freins, il y en a plein qui n'ont pas envie de les monter, en fait. Ils disent, moi, je veux... en fait, ils se disent, je suis éleveur. Enfin, je pense que le public éleveur est peut-être un peu différent des autres publics. Enfin, je connais que les éleveurs. Donc. Mais ils se disent éleveurs, et eux, ce qui les intéresse, c'est les vaches, c'est la technique, c'est l'alimentation. Et la part des éleveurs qui ont envie de monter, ça rejoint, c'était la question qui était posée dans le chat, comment on les emmène, elle est importante. Donc nous, un des partis pris qu'on a, c'est dans toutes nos formations, bien sûr, on ne fait jamais que l'utilisation, on essaie de les faire monter un peu en gamme, on va dire, de leur amener des éléments de pilotage. Mais on a des réflexions vraiment, même en formation, oh, mais ça, c'est pas grave. Ça, c'est le conseiller, ça, c'est le... c'est... donc, en fait, leur donner envie, c'est une question aussi qu'on se pose encore. Donc, vous me disiez aussi, en fait, qu'ils se posent des questions, ils ont une approche du type est-ce que je dois investir dans un robot de traite ou dans un outil de monitoring, et alors qu'on se dit, mais ça n'a rien à voir. Donc, je pense que c'est l'avenir, en fait, des formations qu'on va développer. C'est parce que là, ce que j'ai dit, pour l'instant, nos formations, c'est sur l'aval. Je suis équipé, qu'est-ce que je fais? Comment j'en fais? Qu'est-ce que je fais, et avec différents niveaux de réflexion. Mais là, on va voir la première, on est en train de la construire, c'est une demande sur un groupe pérenne, c'est quel choix de numérique je fais? Là, du coup, c'est je ne suis pas équipé. Je ne suis pas équipé. Et en effet, c'était la question, c'est vraiment, j'investis dans un outil de monitoring ou dans un robot de traite? Et on se dit, mais il n'y a pas de lien en premier abord. Et eux, le lien, ce que je reviens un peu sur mon intervention tout à l'heure, c'est le travail. C'est le temps. C'est le temps de travail. Alors, c'est ça la vraie question. Et je pense que, on n'a pas encore... Alors, c'est trop tôt, on n'a pas encore fait la formation, donc on ne sait pas encore si on a répondu bien. Mais donc, on va essayer, nous, justement, d'avoir... Bon, ça va être qu'une approche travail, de toute façon, notre formation. Mais voilà, il y a le temps de travail, mais il y a le temps d'astreinte, il y a le confort de travail, il y a l'administratif, il y a les tâches que je veux. Justement, ce que je ne veux pas faire. Si on disait, je pense qu'appeler l'inséminateur... Oui, c'est ça. Ce que je veux faire et ce que je ne veux pas faire. Oui. C'est ça, pour un éleveur, pour eux, ils considèrent une vache en chaleur, il n'y a pas de valeur ajoutée, c'est juste un événement normal. Donc, c'est quelque chose que je peux déléguer complètement à un automate. Dans leur tête, j'ai 120 vaches, ça veut dire que potentiellement, il faut 2 inséminations pour une vache, de 220, plus les jeunisses. En gros, tous les jours, je dois appeler mon inséminateur. Donc ça, pour eux, je veux le déléguer. Parce qu'il n'y a pas de valeur ajoutée. Et en fait, dans leur réflexion, eux, ce n'est pas tellement une réflexion investissement. Si, c'est investissement, bien sûr. Tous les éleveurs savent qu'un robot de traite augmente le coût de production de lait. C'est bien pas... sûr. Mais ce n'est pas le sujet. C'est qu'est-ce qui me donnera le plus de confort, mon détecteur de chaleur ou mon robot? En fait, ce n'est pas le sujet, c'est-à-dire que l'approche coût, investissement et coût, charge, ça vient en deuxième. Alors, ça dépend du public. Voilà, ça dépend du public. Dans les groupes pérennes, en général, c'est des éleveurs... ceux qui sont dans le groupe pérenne, c'est des éleveurs leaders qui en général vont de l'avant, sont justement très, très formés, très documentés, donc ils tournent plutôt bien. Puisque les groupes pérennes en base, se sont construits autour des coûts de production. Donc, c'est des gens qui maîtrisent leurs coûts, donc c'est des fermes qui tournent plutôt bien. Donc, maintenant, ils passent à des réflexions où
ils peuvent se permettre des investissements. En fait. Ouais. Donc, je ne généraliserai pas cette réflexion à l'ensemble des éleveurs. Mais sur certains de... Oui, en fait, la réflexion n'est pas réellement le montant de l'investissement, mais le rapport investissement-gain en confort ou temps de travail. Est-ce que l'une de vous deux veut réagir? Peut-être Muriel, est-ce que vous retrouvez des... C'est assez similaire dans les problématiques, hein, de toute façon. Après, au niveau grande culture, c'est un peu pareil. Il n'y a pas que le coût voilà, de ces solutions numériques. Il y a aussi, après, ça a quand même l'objectif de faciliter quand même la vie voilà, normalement des agriculteurs par rapport à leur métier. Donc, oui, il y a quand même des similitudes entre les deux domaines, quoi. Vous sentez une appétence au numérique? Alors, nous, il y a peut-être une petite différence. C'est un petit peu pareil dans le sens que le fait de s'adresser, nous, à des agriculteurs qui font partie de ces CETA, ce sont quand même des agriculteurs qui ont l'habitude depuis plusieurs années d'échanger, d'anticiper. Ils ont cette dynamique de s'améliorer. Donc on a quand même un public qui est quand même, je pense, relativement intéressé, sensibilisé au numérique. Voilà, du fait que s'ils sont rentrés dans cette dynamique de CETA, c'est qu'ils avaient cette envie de progresser sur l'exploitation depuis longtemps. Et donc, on a quand même voilà, une grosse partie de nos agriculteurs qui sont alors voilà, à des degrés différents, mais qui sont quand même sensibles à ces technologies, quoi. Voilà. D'accord. Oui, si je peux compléter ce que disait Laurent, moi je pense que c'est important de... Alors il y a déjà les éleveurs équipés, déjà dans Dynamique, qui réfléchissent en groupe, ça c'est un public. L'autre public, je pense, c'est les agriculteurs qui ne sont pas encore équipés et comment on les amène à prendre des décisions sur les outils qui seraient potentiellement les mieux adaptés à leur exploitation et comment on les amène à penser potentiellement aux conséquences que ça peut avoir en termes économiques, en termes techniques, mais également en termes de travail. Parce qu'effectivement, le choix d'équipement peut être motivé par améliorer des conditions de travail, mais ça peut être plus ou moins exprimé, parce que c'est pas toujours facile, hein. Le travail, c'est quand même quelque chose de complexe, c'est très intime, c'est parfois un peu tabou, et ça revêt plein de choses derrière. Et comment on amène à penser aux potentielles conséquences que l'adoption de ces outils peuvent avoir, parce qu'on a des exploitations où l'adoption de ces outils a comme des conséquences sur l'organisation du travail, notamment la part de certains travailleurs dans les exploitations. Quand j'utilise le terme d'exclusion, je vais peut-être un petit peu fort, mais quand même un petit peu. Et puis d'autres, il y a des agriculteurs qu'on a rencontrés qui vont penser en amont les transformations de ces outils en créant des petits groupes composés de l'équipementier, enfin en tout cas du technicien, du conseiller de la chambre d'agriculture, du nutritionniste, etc., pour voir les conséquences long terme et imaginer, et échanger en cours de route. Et puis comme d'agriculteurs aussi qui vont penser l'adoption et quel outil choisir. Alors peut-être pas entre détecteur de chaleur ou robot, mais par exemple pour les cas de robot, quel robot je pourrais acheter en allant voir ce que font les autres agriculteurs autour de chez eux, en allant s'informer autour après des équipementiers. Donc je pense que comment on doit s'équiper, de quel outil, voilà, c'est quelque chose qui doit être fait en amont, mais qui n'est pas toujours simple, hein, parce qu'on ne prend pas forcément le temps. Je ne suis pas dans ce public-là, mais je suis parfois un peu pareil aussi sur des trucs. Hein, on ne réfléchit pas toujours non plus, parce que ce n'est pas simple, parce qu'il faut prendre du temps. Oui. Alors, une dernière question à tous. Qu'est-ce qu'il ne faut pas faire en matière de formation? Enfin, si vous aviez des conseils à donner, ce qu'il faut faire et ce qu'il ne faut pas faire en matière ou des échecs, enfin, des choses que vous avez testées qui ne marchent pas, il ne faut pas prendre cet angle-là. Enfin, est-ce que vous auriez des conseils à donner? Ça a été un petit peu évoqué à la première table ronde. Il faut partir sur des outils qui sont adaptés aux besoins de l'agriculteur. Et ça, c'est important parce que si on commence à présenter voilà, des systèmes ou des choses qui finalement ne répondent pas vraiment à leurs besoins initiaux, ça va vite les dégoûter en fait, dès le départ. Donc je pense qu'il faut partir de choses simples, concrètes, qui au départ, ils voient rapidement quels sont les avantages à se lancer là-dedans. Mais ça peut être tout simple. Nous, on a créé, là, avec le Covid, justement, ça a aidé beaucoup de groupes WhatsApp. Ça a permis à certains qui étaient un petit peu
un peu réticents à ça, à se mettre déjà à envoyer des photos. Enfin, voilà, ça a développé une communication qui, il y a 2 ans, n'existait pas. Peu, voilà. Pas complètement, mais peu. Oui, on a vu et en fait, je pense que c'est par des choses au départ concrètes et simples qu'on les accompagne et qu'on les pousse à rentrer un peu plus tous les jours dans le numérique, parce que voilà, il y a tellement de domaines et de thèmes qu'il faut y aller pas à pas et pas dès le départ commencer par des choses compliquées. Voilà. Laurent, je suis d'accord avec ce que dit Muriel. Je pense que un des écueils, c'est que, et c'est ce que disait en introduction aussi Doris, le numérique c'est un moyen, c'est un faiseur. Donc il faut communiquer sur, en gros, l'utilité et sa valorisation. C'est pas, et je pense que justement l'écueil, ce serait de vouloir dire on va faire une formation au numérique. Oui, c'est ça. Il ne faut pas prendre de trucs trop larges. Voilà. Là, on est sûr de faire fuir tout le monde et de dire, par contre, une formation sur les outils pour gagner 2 heures de temps d'astreinte par jour. Alors, voilà, là, ça marche. Voilà, on voit une utilité, on voit un propos. Et donc, je pense que c'est dans ces approches-là qu'il faut cibler. Et puis, voilà, dans les choses qu'on a essayé qui ne marchent pas, manager manager son élevage avec le numérique, voilà, flop, ça n'a pas fait rêver, on n'a pas réussi à inscrire. En gros, on fait le même métier. Les journalistes, quand on prend un angle trop large, personne ne lit. C'est exactement la même chose. Flop. Donc, très bien. Ça ne marche pas. Et est-ce que les questions de data et de on va dire, maîtrise de la data, ou c'est un sujet qui est abordé dans les formations, ou pas tant que ça pour l'instant? Pas tant que ça, non. Les éleveurs, ça leur parle pas. En fait. Ça leur parle pas. Oui, ils voient pas le problème. C'est ça. Dans de rares cas, quand ils veulent changer de trucs, etc., ils se rendent compte qu'en fait, ils sont pas propriétaires et que du coup, si je change, c'est ce qu'on disait, sur un robot, sur un automate d'alimentation, je perds tout. Mais c'est là qu'ils se rendent compte. Oui, mais c'est pas avant. D'accord. C'est une toute petite question pour Muriel. Oui. Tout à l'heure, dans la présentation des formations, j'ai été surpris de voir quasiment pas de formation sur le pilotage de l'irrigation. Est-ce que vous n'avez pas de demande là-dessus? Alors, on a quelques demandes. Par contre, à ce jour, on n'a pas de formateur, d'ingénieur conseil spécialisé dans ce domaine-là. Donc, on fait souvent appel à des sociétés extérieures qui viennent intervenir, mais dans le cadre de conseils, pas forcément de formation. On n'a pas énormément de formation là-dessus. Oui, c'est vrai qu'on peut s'étonner, effectivement, qu'il n'y en ait pas davantage. Oui. Tout à fait. Eh bien, écoutez, merci beaucoup à tous les trois. Merci bien. Alors, je vais demander à Sylvie Bourget, donc directrice du développement des compétences et de l'innovation de Vivea, donc de venir sur le plateau pour synthétiser nos échanges, d'une part, et puis de traduire en perspective d'action pour Vivea. Alors, je ne vais pas faire une synthèse. J'ai essayé de repérer à travers vos propos, les propos de la première table ronde et de la deuxième, finalement, quel type de compétences ressortaient. Oui. Alors, je vais partir, je dirais, du plus simple au plus complexe, peut-être, ou de ce qui existe déjà et vers vers quoi il faudrait aller. Alors, la première chose, on l'a entendu déjà au premier témoignage, c'est Madame Le Breton qui disait « Moi, j'ai eu besoin de savoir où chercher l'info, comment l'analyser ». Et ça a été redit dans vos exemples de formation. Première compétence, il faut savoir utiliser l'outil, mais surtout l'enjeu, pour pas que ça devienne la charge mentale, comme le disait Nathalie, c'est de savoir quel type d'infos je dois sélectionner, où je les trouve parce que tous ces outils produisent de la donnée. Donc soit ça devient la charge mentale, soit ça m'aide à décider, je garde une autonomie de décision. Et en termes de compétences, ça veut dire quoi? Que je sais où trouver l'info, je sais laquelle m'intéresse. Est importante, je sais l'analyser pour pouvoir prendre ma décision et garder de l'autonomie. Donc il me semble que c'est
premier enjeu en termes de compétences. Et c'est les exemples que vous avez donnés. Ils sont bien autour de ces outils-là. Alors, je suis déjà équipée dans ce cas-là. Mais ils produisent de la donnée. Comment je ne me fais pas déborder par tout ça et je la maîtrise. Alors, c'est ce que vous appelez aussi le pilotage. Je ne parle pas de management. Mais comment, avec mes outils numériques, je pilote ma production. C'est ça que vous faites comme formation. Et on voit bien que c'est ça le premier besoin pour les gens qui sont équipés. Et ça a été dit aussi dans la première table ronde. Alors le deuxième, il me semble, enjeu en termes de compétences, c'est pour des gens pas équipés, et vous l'avez aussi évoqué, finalement, comment la formation peut les aider à analyser leurs besoins. C'est que choisir, quoi, en fait. Oui, que choisir. C'est ça. Et on voit bien qu'au-delà de l'investissement financier, il y a un accompagnement nécessaire sur, finalement, qu'est-ce que j'en attends. Et vous le disiez, Laurent, il va y avoir des attentes différentes. Et je pense, vous le disiez, il faut aller assez finement. Par exemple, quand on parle de l'organisation du travail, est-ce que c'est pour diminuer mon temps de travail, diminuer mes astreintes, etc. Donc il y a tout un travail à faire. Alors je pense que c'est de l'ordre de la méthodologie pour aider les agriculteurs à réfléchir à finalement, moi si je veux m'équiper, c'est quoi mes attentes et finalement, quels sont les impacts aussi. Nathalie le mettait bien en avant, si on n'anticipe pas les impacts en termes d'organisation du travail, en termes de je suis en GAEC, comment on va s'organiser là-dessus, quand il y aura des pannes, qu'est-ce qui va se passer, etc. Donc on voit bien qu'il y a tout un besoin de structurer une offre. Alors c'est sans doute pas le plus facile, hein. C'est sans doute plus facile de s'adresser à des gens équipés que de monter des formations comme ça, mais on voit bien que c'est vraiment nécessaire si on veut que les agriculteurs choisissent les bons outils. Et là se posera quand même la question de qui fait ces formations-là, parce qu'aujourd'hui, les formations, elles vont être faites sur tel ou tel type d'outils, voilà. Donc qui a une distanciation suffisante pour accompagner les agriculteurs là-dessus. Donc il me semble que ça, c'est le deuxième enjeu en termes de compétences. Alors, il y en a d'autres qui ont été évoqués. Alors, notamment, je le mettrai en dernier parce que je pense que c'est le plus complexe. Un autre autour de la donnée. Ça a surtout été évoqué dans la première table ronde et tout de suite par Marianne et Monsieur Pillot. C'est la donnée, elle a de la valeur. Alors, on voit bien que c'est pour l'instant pas une question que se posent les agriculteurs. Moi, je pense que s'il y a des choses à structurer là-dessus, il faut peut-être dans un premier temps se dire, alors soit on en fait de la sensibilisation dans d'autres formations existantes, soit on fait des formations spécifiques pour les responsables agricoles. Oui. Parce qu'il y a un enjeu autour de prendre conscience de la valeur de la donnée, comment elle circule, qu'est-ce qu'il y a derrière. Alors, comment ça se répartit la valeur de cette donnée ? On voit bien qu'il y a des enjeux très lourds, mais ce n'est pas la question de l'agriculteur aujourd'hui. Il ne se la pose pas. Et donc, je pense que c'est une préoccupation et une attente plutôt des responsables agricoles. Donc, il y a peut-être des formations spécifiques à mettre en place pour les responsables agricoles là-dessus. Alors, un autre point qui avait été évoqué par Valérie Morel, qui était finalement, alors c'est plus étonnant comme demande, mais peut-être des formations, actions autour de comprendre qu'est-ce qu'il y a derrière les outils et de la coélaboration d'outils. Alors ça peut, à mon avis, s'adresser qu'à des groupes constitués, des projets locaux, dans le cadre d'Occitanium, un groupe qui se constitue. C'est pas des choses, je pense que c'est vraiment, ça s'adresse à des publics très ciblés, engagés dans des projets, et dans lequel la formation peut aider à avoir une meilleure connaissance de ce qu'il y a derrière les outils. Et puis, dernier axe, alors, qui est en fait les gens qui sont loin du numérique. Ça, c'est pas le plus facile. Alors, moi, il me semble que la piste là-dessus, c'est sans doute de la sensibilisation dans des formations techniques classiques. Aller visiter une installation. Je pense que ça passe par des choses très concrètes. Et on voit bien qu'il y a un enjeu de démystification presque.
alors vous parlez d'acculturation. Alors l'acculturation, c'est déjà après. Et sans doute, il ne faut pas viser de faire des formations de découverte, ça n'intéressera personne. Mais peut-être dans des formations techniques existantes sur telle thématique, Oui. eh ben, aller voir en fait, des choses. Voilà, parce que je pense qu'il y a besoin, c'est effectivement de l'ordre de la découverte. Et je pense que ça serait illusoire de vouloir structurer des formations spécifiques à ça. Il faut sans doute l'instiller dans des formations existantes. Donc, qu'est-ce que vous en tirez de tout ça? Alors, effectivement, l'après-midi a été très riche, des intervenants avec des domaines différents, la recherche, la formation, des animations aussi de groupe, etc. Donc, c'est très intéressant. Moi, ce que je souhaite dire, c'est que le numérique, ce n'est pas quelque chose de nouveau, comme l'a dit notre présidente dès le début de cet atelier. Ça existe depuis longtemps. Ce qu'on voit, c'est que ça s'accélère à vitesse grand V et qu'on a des demandes de plus en plus importantes de la part, finalement, du contexte qui entoure les agriculteurs. Et je crois que les agriculteurs, aujourd'hui, ils ne peuvent plus faire l'impasse finalement de l'utilisation d'outils parce que finalement c'est le contexte qui les porte à utiliser des outils. Alors Vivea, je vais me centrer moi sur notre mission, accompagne depuis longtemps les agriculteurs pour améliorer leurs pratiques, etc., par la formation, parce que c'est notre mission. Donc on les accompagne sur les transitions, et notamment les transitions écologiques, les transitions climatiques, le management. Donc c'est des grandes orientations que notre conseil d'administration a développées et nous encourage vraiment à accompagner les organismes de formation sur ces thématiques. Donc ça fait déjà de nombreuses années. On a une nouvelle mission à accomplir, c'est effectivement aider les agriculteurs finalement dans la transition du numérique, parce qu'on n'est plus seulement sur l'utilisation d'un smartphone ou d'un ordinateur. Aujourd'hui, on est des outils qui sont capables de les aider à mieux gérer leur temps, à mieux prendre leurs décisions, même si Madame Bellon-Morel l'a rappelé, et c'est vrai que c'est important, c'est pas que des outils de précision. Et je crois qu'on est aussi, je réfléchissais en préparant cette conclusion ce matin, on est dans un monde finalement qui est aussi assez individualiste et les outils numériques nous obligent finalement à partager, donc à repartir sur des communautés de partage. Alors ça semble un peu fou de se dire il faut finalement réapprendre à partager ensemble, réapprendre à partager des données, les analyser, alors que c'est des choses peut-être qui se faisaient avant naturellement, parce que les gens se voyaient plus. Aujourd'hui, on est tous finalement distants les uns des autres et on a une culture qui nous a éloignés en fait du groupe. Et je crois que là, le numérique, c'est peut-être une piste, ou en tous les cas, ces outils qui nous permettront de mieux partager de la donnée, c'est aussi se retrouver ensemble, peut-être en distanciel, mais en tous les cas, il y avait tout à l'heure une réflexion d'un internaute, des communautés où on peut partager de la donnée. Donc, c'est à prendre en compte, je crois. Alors, je suis tout à fait, bien sûr, d'accord avec vous sur l'outil peut permettre de mieux travailler, de gagner du temps. Et les agriculteurs, je pense que ça ne sera pas un problème pour eux parce que ce sont des personnes, aussi bien les femmes que les hommes, qui aiment la technique. Donc, ça ne va pas forcément être un frein. Ouais. Par contre, ce qui peut être un frein, c'est, et Sylvie le disait, c'est comment je passe une commande pour dire exactement ce dont j'ai besoin. Donc mais je dirais que c'est pas forcément un écueil. Ça arrive à toutes les professions. C'est-à-dire que quand on décide de mettre en place un outil dans n'importe quelle structure, il faut d'abord savoir ce qu'on a besoin, être capable finalement, voilà, écrire son cahier des charges. Ça veut dire le penser en amont, peut-être faire un petit groupe effectivement d'agriculteurs qui seraient sur une même filière, qui seraient sur une même problématique, et être capable d'écrire un cahier des charges pour passer la commande finalement à un constructeur, et on aura des solutions multiples.
Voilà, je pense que les outils uniformes... Pour passer la commande ou pour bien choisir parmi ce qui existe sur le marché. Exactement. C'est passer une commande ou s'assurer que l'outil qu'on me propose réponde bien à mon besoin. Et je pense que les formations, elles vont être vraiment avec des objectifs qui vont pouvoir être très, très différents. On partira sûrement de personnes qui sont pas du tout habituées à utiliser ne serait-ce qu'un smartphone ou un ordinateur pour aller jusqu'à être capable de passer une commande à un constructeur, une start-up. Alors ça se fera avec, pas tout seul, ça se fera avec aussi ses conseillers qui suivent au quotidien donc les agriculteurs et les agricultrices, des groupes d'agriculteurs, des responsables agricoles. Mais on rentre effectivement dans un monde qui est assez étonnant parce que c'est un tourbillon finalement qu'on prend et il faut quand même garder bien la tête sur les épaules, je crois, en tous les cas, pour savoir ce qu'on a besoin et pas se laisser entraîner par des éléments qui nous dépasseraient, parce que finalement, on reste sur la relation humaine, la relation avec ses plantes, la relation avec ses animaux, et on reste aux commandes. Oui, tout à fait. Oui. Voilà, c'est un peu les conclusions. Et pour tout ça, il faut faire une veille, en fait. Et pour tout cela, une veille. Et nous nous en engageons, puisque c'est aussi l'objet de la conclusion, donc au sein de Vivea, avec notre conseil d'administration, avec nos 650 élus, avec nos équipes, pour accompagner aussi les centres de formation, les coopératives, les CETA, pour réfléchir, toutes les organisations finalement, pour réfléchir à par la formation et finalement le conseil, mais Vivea est axé sur la formation, comment accompagner les 500 000 agriculteurs justement à cet avenir où l'outil numérique va prendre de son importance. Je voulais remercier donc tous les intervenants au nom de Vivea, au nom de Marianne et au nom de vous tous ici présents. Donc tous les intervenants, vraiment, c'était très intéressant. Les internautes qui étaient près de 90 à nous suivre cet après-midi. Donc c'est une belle réussite. Et puis bien sûr les équipes de Vivea qui ont contribué à la préparation de cet atelier. Et merci Madame Ouvrard de nous avoir accompagnés et animé cet atelier. Merci beaucoup. Merci. À très bientôt à tous. Au revoir. Au revoir.